Nous retrouvons pour discuter de la démocratie en santé et de la place des usagers et de leurs associations dans le système de santé. Pour en discuter, nous avons la chance d'avoir avec nous Madame Bénédicte Charles, présidente de France Psoriasis, Christian Saout, membre du collège de la HAS, que j'invite à nous rejoindre, Madame Anne-Sophie Joly, présidente fondatrice du CNAO, le collectif national des associations d'obèses, et le professeur Gaël Quéreux, président de la Société française de dermatologie. Alors, pourquoi ce sujet ? Plus de 20 ans après la loi fondatrice, la loi Kouchner, on a pu constater avec le Covid la fragilité des mécanismes de démocratie sanitaire, que ce soit pour concevoir ou pour mettre en œuvre finalement les politiques de santé. Donc cela interroge la place, la réalité de la place des usagers et de leurs associations. Alors, pour commencer, donc j'aimerais vous poser à tous la même question. Finalement, à quoi ça sert la démocratie sanitaire ? Et est-ce que le système de santé a vraiment besoin des associations de malades ? Bon, formulation un peu provocante, mais voilà. Je vais commencer peut-être par Mme Bénédicte Charles pour le point de vue associatif. Dans l'esprit de la loi, oui. Dans la pratique, oui, peut-être. Ça dépend beaucoup des individus et de l'association et des contacts qu'on peut avoir localement. Mais au départ, c'est une belle idée. Après, comment c'est utilisé ? Parfois, on a l'impression d'être la danseuse du système. Parfois non. Merci. Alors, je vous disais effectivement, c'est difficile de vous répondre non. C'est difficile de répondre parce que pour moi, effectivement, le patient, il est forcément au cœur. Dans notre prise en charge quotidienne, on fait pour le patient. Donc, effectivement, qu'il n'ait pas un rôle que de patient, mais qu'il ait un rôle quelque part d'aide ou de vigie, ça me paraît essentiel. Ça me paraît vraiment une évidence. Après, je vous rejoins sur le fait qu'à mon avis, c'est quand même mal connu. Et que la place plus importante que pourraient prendre en particulier les associations n'est pas forcément une réalité dans notre quotidien et que c'est extrêmement variable d'un endroit à l'autre, d'un territoire, d'une organisation à l'autre. Mais en théorie, cet espace en fait de dialogue dans lequel le patient ou l'association doit jouer un rôle dans l'organisation sanitaire, sincèrement, ça me paraît une évidence. Vraiment. D'abord, je pense qu'il faut rappeler qu'est-ce que c'est que le concept de démocratie sanitaire. Ce n'est pas une évidence comme ça. C'est un mot formulé par le Premier ministre de l'époque lors de la clôture des États généraux de la santé en 98 et 99. Alors, le Premier ministre, même s'il avait beaucoup de talent, n'a probablement pas trouvé le mot tout seul, on lui a soufflé. Mais en tout cas, ça repose sur 3 choses. Le fait que les patients aient des droits individuels. Alors, ça peut paraître curieux de dire ça dans une loi de 2002. C'est pas qu'ils n'avaient pas de droits avant, mais ils avaient été reconnus dans des jurisprudences, etc. Donc du coup, on les inscrit dans la loi. Le droit au consentement, le droit à l'accès au dossier médical, tout un tas de droits individuels. Et puis il y a des droits collectifs. C'est la représentation des associations dans des instances. Et puis il y a enfin ce qu'on appelle l'engagement et la participation des usagers dans les actions. Donc c'est 3 façons différentes de vivre la démocratie en santé. Le fait, par exemple, de pouvoir progresser dans les auto-soins, ça fait partie des actions qu'on peut mener en faveur d'un public, d'une population, pour renforcer ses capacités, renforcer son pouvoir d'agir, comme on a l'habitude de le dire. Et puis, il y a ces questions qu'a évoquées la présidente à l'instant, qui est le fait de participer à des instances, d'essayer d'influer sur le cours des choses. Alors là, c'est beaucoup moins évident parce que le processus qui a été mis en place a constitué à donner à des associations un agrément pour pouvoir siéger dans des instances. Si on n'a pas l'agrément, on ne peut pas aller siéger. Si on ne siège pas dans les instances, on n'influe pas forcément sur le cours des choses. Alors on peut influer par ailleurs. Avant qu'il y ait des places pour les associations dans le système de santé, elles avaient de l'influence dans la rue. On se souvient des mobilisations sur le sida, ou dans les prétoires, on se souvient des batailles juridiques, judiciaires sur les maladies nosocomiales. Donc ce n'est pas le fait de siéger qui donne toujours de l'influence. On peut se mettre en colère, rouler par terre, s'enchaîner aux grilles du ministère,
ça finira par faire du bruit. Mais il y a un mécanisme prévu par la loi pour permettre aux associations de s'exprimer et de concourir à la définition de la politique nationale de santé. Donc c'est ça qu'on appelle au fond la démocratie en santé. Mais elles y sont comme les autres. C'est-à-dire, j'allais dire, parlons un peu trivialement, comme le lobby des établissements, comme le lobby des professionnels, comme le lobby des industriels, etc. Tous ces groupes d'intérêts sont présents au même moment dans la délibération. Donc ce que peuvent réclamer les associations, c'est parfois contré aussi par des choses différentes, attendues par d'autres parties prenantes, et qui font qu'on n'a pas toujours voix au chapitre ou raison. Donc il y a 2 points qui sont importants pour les associations, c'est ce mécanisme de représentation, et le deuxième mécanisme, c'est le fait de participer à des actions. Alors c'est notamment l'éducation thérapeutique du patient, par exemple, qui est entrée dans la loi Bachelot en 2009, et qui fait que, dans le modèle qui a été dessiné par l'HAS après la loi Bachelot, fait que les associations doivent participer à l'élaboration des programmes d'éducation thérapeutique. On a même mis des conditions pour ça, que les représentants associatifs aient une formation de 40 heures pour participer aux actions d'éducation thérapeutique. Donc c'est ça les 2 idées. On peut influer en représentant, en siégeant, pour influer sur le cours des choses, et on peut agir dans des actions menées seul en tant qu'association ou avec des professionnels de santé, ou avec des médecins, avec des kinés, avec un tas d'autres acteurs. C'est ça les 2 pieds. Quand on parle de démocratie en santé, c'est les 2 choses auxquelles on s'intéresse. Ce processus d'élaboration collective et deuxième partie, le fait que les associations peuvent s'engager dans la construction d'actions, d'informations, d'aide, de soutien, tout ce qui peut être utile dans un domaine comme celui de la peau. Merci beaucoup. Madame Anne-Sophie Joly. Alors bonjour et merci pour l'invitation. Je vais être un poil plus retors que Christ. Moi, je ne peux plus l'être. Maintenant, depuis qu'on m'a mis à la chaise. On va faire les vases communicants. Voilà. Ouais, on est d'accord. Tu vas prendre un peu de ma colère. Ouais, Moi, je vais garder ma sérénité institutionnelle. Voilà, c'est qu'en plus on arrive après le repas, donc il faut garder les yeux ouverts pour tout le monde. J'ai envie de dire que la démocratie sanitaire, on en a parlé tout à l'heure, c'était l'ouverture de la CHAM en 2022. Parfois, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la Libye. Ah bon, on a une asso. Alors si elle parle pas, c'est encore mieux. Hein, puis alors si elle dit pas des trucs désagréables, c'est encore très 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 bien. Donc en fait, c'est et j'entends, je suis d'accord. Idéalement, il faut mettre le patient au cœur du système de santé, mais le mettre vraiment, que ça soit sur les objectifs, que ça soit sur la pertinence, que ça soit sur l'égalité, que ça soit sur l'envie de faire, donner un sens à ça. Et de l'autre côté, il faut aussi, dans Yaka Faucon, on est d'accord, donner la possibilité aux associations d'être formées, d'être informées, de pouvoir... c'est excessivement dur d'être une assoce, parce que, c'est un peu comme les jeunes créateurs d'entreprises. Enfin, vous devez être comptable, commercial, vous avez fait du droit, vous êtes multitâche, et en plus, vous devez récupérer de l'argent pour faire vivre et survivre la sauce. Est-ce qu'on donne vraiment les moyens pour que la sauce, elle réussisse à vivre et à faire son job? Pour moi, la réponse est non. Très clairement, non. Donc, on n'a pas d'égalité. Et d'un autre côté, je vais faire mon poil à gratter, d'un autre côté, finalement, avec l'arrivée... Alors, le sida a été une véritable révolution dans le système. Les associations ont exprimé la réalité du terrain. C'était nouveau dans le décor. Et ça nous a ouvert la voie, et encore merci là-dessus, parce que sincèrement, c'était très inspirant, plus qu'inspirant. Et d'un autre côté, on se dit, finalement, alors, ils peuvent être à la HAS. Ils peuvent aussi éventuellement parler à des médias. Ils peuvent éventuellement dire que, pourquoi des patients ou des réseaux de patients peuvent demander une évaluation du travail, de la pertinence, de la qualité de certains professionnels de santé. Les professionnels de santé, je suis désolée, je vais me prendre des patates, mais ne sont pas évalués. C'est un pays où on ne veut pas évaluer les professionnels de santé. Or, je pense, et il n'y a rien de négatif dans ce que je dis,
C'est fini, on n'est plus les premiers champions du monde en France. C'est terminé depuis très longtemps. Et pour autant, on se retrouve avec une désertification des professionnels de santé, on se retrouve avec une explosion des maladies chroniques, c'est que le début, et on n'est pas au seuil de la désertification médicale, et qu'il faut absolument qu'on puisse travailler main dans la main, tous autant qu'on est, c'est-à-dire ASSOS, Société Savante et patients. Et pour ça, finalement, c'est quelles sont les bonnes pratiques. Pas pour dire « Ah, t'as vu, il n'a pas fait bien son job ». Non. Comment on peut s'inspirer du travail des uns et des autres. Dans d'autres pays, en Hollande, ça pose aucun souci. En France, c'est pas possible. On n'évalue pas. Or, il s'agit de la vie des gens. Et moi, sur un sujet sur lequel je suis absolument pas du tout tolérante, c'est bien la vie des gens. On ne peut pas se permettre de faire de l'amateurisme en santé, quel que soit. Et l'égalité, je suis désolée, en santé, il n'y en a pas d'égalité aux soins. Alors, est-ce que, avant de commencer les questions, il y a déjà une réaction ou non? Alors, c'est très riche, finalement, vos réponses. Il y a plusieurs sujets qui se dégagent. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Le premier sujet que j'entends, c'est la place, l'action terrain. C'est vraiment là où le patient et peut-être l'association a son rôle le plus, je ne vais pas dire naturel, mais facile. Facile n'étant pas le bon terme, encore une fois. Donc, vous parliez tout à l'heure de vigie. Si vous pouviez développer cette idée pour nous donner à voir ce que, de votre point de vue, est l'intervention des malades et de leurs associations, dans les services, comment elles se déploient, voir s'il y a des limites. Voilà. Alors, je serais tentée de vous faire une réponse double, à la fois en tant que responsable de Société Savante et à la fois dans les services. C'est peut-être plutôt côté Société Savante où ce rôle de vigie il est essentiel. Il nous faut des idées de terrain, du vécu, de comment ça se passe, des problématiques, pour qu'on puisse essayer vraiment de travailler dans le sens d'association. Et du coup, sur le côté Société Savante, on a peut-être moins ce retour de terrain. Donc c'est là que le lien, à mon avis, le côté vigie, il est essentiel. Après, le rôle des associations, c'est ce que vous disiez, en pratique, alors là plutôt dans nos établissements, sur le terrain, dans notre activité de dermato, il est majeur. Il est majeur, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est très variable d'un endroit à l'autre. Là, je vais vous donner plutôt mon expérience à Nantes. Les patients, ils nous rendent service pour, par exemple, quand on crée des outils. Ils vont nous guider. On peut très, très souvent leur demander ce dont ils ont besoin, leur montrer ce qu'on est en train de créer, les faire intervenir là-dedans. Nous, par exemple, à Nantes, on développe beaucoup l'éducation thérapeutique. Et là, je vous rejoins complètement. En éducation thérapeutique, le patient, bien sûr, il est au cœur, mais il est également au cœur dans la création du programme. Et nous, on a la chance d'avoir une patiente partenaire qui est également responsable d'une association. C'est elle qui, de nouveau, nous redonne plein de retours de terrain qu'on n'a pas nécessairement avec nos patients. On sait très bien qu'en plus, les échanges qu'ont les patients entre eux sont différents de ceux qu'ils vont avoir avec un médecin. Donc on a vraiment encore des informations différentes. Dans les autres idées comme ça que j'ai de terrain, dans la mise en place d'actions de prévention par exemple. Nous, on a beaucoup travaillé dans la région nantaise sur la prévention et la photoprotection avec l'association locale AMESA et de Mélanome sans eau gaz pour faire des manifestations sur le grand public, sur comment se protéger du soleil, des choses comme ça. C'est vraiment des choses de terrain et là, les patients et les associations ont un rôle clé. Sans doute beaucoup moins dans nos services, ça c'est sûr. Vous disiez c'est très variable d'un endroit à un autre finalement. Ça repose sur des personnalités, ça repose sur des personnes en fait qui ont envie de s'investir. Alors du côté médecin et du côté ASSOS en fait des deux côtés. Soit on a une ouverture et ça nous paraît un peu une évidence. Alors nous je pense que c'est le côté ETP qui a beaucoup influencé ça et moi ça me paraît mais vraiment une évidence. Donc, finalement c'est le ressort personnel qui va être le facteur déterminant. On considérait qu'on n'en a pas besoin, ça pourrait être très naturel qu'on mette de côté toute cette organisation-là. Et là, la démocratie sanitaire, on ne l'a plus du tout. D'accord. Ce qui montre quand même la fragilité même sur le terrain. Mais il y a une explication à cette fragilité. D'abord, il y a une explication naturelle. C'est qu'on fait toujours des choses avec des gens quand on arrive à s'entendre. Quand on ne s'entend pas, on ne fait rien. Donc ça, c'est toujours la magie des rencontres. Ça, c'est un facteur déterminant et qui est sous-jacent partout. Mais deuxième point, c'est quand même qu'on s'est dispensé aussi, dans la réforme de 2009,
de mettre des choses dans le Code de la santé publique sur les actions d'accompagnement. Comme j'y ai travaillé un peu et que j'ai pris une partie non négligeable, puisque Mme Bachelot m'avait demandé 2 rapports, un sur les programmes d'éducation thérapeutique, que j'ai fait d'ailleurs avec un représentant du CHU de Nantes, et puis un deuxième rapport sur les actions d'accompagnement. Alors les 2 sont dans le Code, mais sur l'éducation thérapeutique, on a pris tous les textes d'application. Sur les actions d'accompagnement, on n'en a pris aucun. Donc il y a l'équation personnelle des gens qui se rencontrent, et puis il y a la dynamique institutionnelle qui manque. C'est-à-dire qu'on a probablement dans notre pays pris du retard sur le rôle que pourraient jouer les associations dans ce domaine-là de l'accompagnement et dans toutes les perspectives qu'a tracées Anne-Sophie sur la montée des maladies chroniques. On était dans un système des maladies aiguës, on est passé dans un système des maladies chroniques sans se dire mais de quoi on va avoir besoin comme acteur de terrain pour progresser. Ce qu'on n'a pas fait sur le handicap, par exemple, où les associations de parents notamment, mais aussi de personnes handicapées elles-mêmes, ont été regardées par l'État comme des acteurs de l'accompagnement. Ce qui n'est pas le cas des associations de patients ou d'usagers, qui n'ont pas été regardées au même niveau, j'entends, avec la dévolution de programmes, avec la dévolution de missions, avec la reconnaissance financière. Et du coup, on se retrouve un peu en difficulté parce que Anne-Sophie a la raison. Dans les associations, il y en a celles dont la cause, pour une raison ou pour une autre, a trouvé un écho à un moment et qui ont des moyens. Soit des moyens publics, soit des moyens privés par l'appel à la générosité du public. Et puis il y a toutes les autres, celles dont la pathologie est moins mise en lumière parce que numériquement inférieure, parce que parfois ça pèse aussi sur le caractère des personnes et on arrive un peu difficilement à montrer son affaire, à dire tout l'intérêt des choses parce qu'on est pris par ses passions. Enfin bon, on est dans un état de fragilité quand on est malade et c'est pas évident de vendre sa cause. Et donc, c'est pour ça qu'Anne-Sophie a la raison quand on dit que ces mobilisations-là, elles réclament du soutien. On n'est pas pareil, quoi. Et peut-être qu'il faut aller plus loin quand elle se plaint que la démocratie sanitaire est de façade. Peut-être qu'il faut donner des pouvoirs supplémentaires aux associations de patients quand elles siègent dans des instances pour rétablir l'équilibre avec les autres parties prenantes. C'est ce qu'on appelait auparavant la discrimination positive, donner des droits en faveur d'un groupe pour rétablir l'équilibre avec les autres. Je me souviens qu'à un moment donné, on avait fait ça pour les femmes. On avait supprimé la limite d'âge au concours d'entrée à l'ENA pour les femmes qui avaient eu 3 enfants, pour rétablir l'équilibre avec les autres, qui avaient pu bénéficier de facilités pour présenter le concours d'entrée. Donc ce mécanisme-là de se dire, oui, il y a une démocratie sanitaire avec différentes parties prenantes, et à l'intérieur, il y a une partie prenante qui est moins bien dotée que les autres. Et donc on va faire des efforts pour elle, pour la rééquilibrer, pour la mettre en situation d'accomplir les missions qui lui paraissent importantes. Et je pense que parmi ces efforts-là, il y a le point de la formation que vous pointiez. C'est vrai que moi, je le vois très bien avec l'association avec laquelle je travaille, donc toujours Aide au mélanome sans angoisse, donc sur le mélanome où il y a eu des progrès thérapeutiques très rapides. Cette association, elle est gérée par une aide-soignante qui est extraordinaire, Pierre Assad, qui est vraiment motivée, passionnée. En même temps, elle ne peut pas suivre seule l'état de l'évolution des connaissances. Et en l'occurrence, on s'entend très bien, je leur ai refait des petits cours, des choses comme ça. Mais effectivement, là encore, c'est fragile. Et elle ne peut pas avoir une communication intelligente vers les gens qui vont l'appeler si elle n'a pas des connaissances à jour. Donc ça c'est vrai que c'est fragile. C'est vraiment un enjeu. J'insiste encore un mot et je laisse la parole à madame. Mais par exemple, dans le plaidoyer, quand on dit qu'on veut influer sur le cours des choses, aujourd'hui, quand on veut influer sur le cours des choses, il faut travailler les données. Mais dans les associations, vous n'avez pas de data scientist pour traiter les données. Vous voyez, ça manque beaucoup parce qu'à peu près toutes les données sont disponibles aujourd'hui, notamment au Health Data Hub. Et pour le plaidoyer des associations, c'est plus fort que d'arriver avec 10 témoignages. Quand vous arrivez avec des cohortes qui ont été analysées, quand vous arrivez avec des registres auxquels vous avez pu avoir accès, que vous avez pu synthétiser des données en fonction d'une population, etc., vous êtes plus fort dans le discours, vous êtes plus fort dans le débat public, vous êtes plus fort dans le processus de décision. Et c'est pour ça que cette question du rééquilibrage des associations de patients est aujourd'hui sur la table. Oui, puis c'est important que ce soit des associations de patients et non pas des patients. Parce que dans les associations, les bénévoles, ils sont formés. Et ils ont... Justement, le fait qu'ils soient devenus bénévoles et qu'ils soient formés leur permet de se décentrer de leur cas particulier et de parler pour la communauté. Alors ça peut être bien parfois
enfin, nous, on voit les gens qui ne sont pas formés, souvent, ils vont parler de leur cas, qui peut être très intéressant. Mais il faut apprendre à être le porte-parole de tout le monde. Et ça, pour ça, les associations, c'est vraiment essentiel. Un petit commentaire, je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que le patient individuel, il peut avoir, entre guillemets, une autre valeur. On sait très bien, on a des patients qui s'investiront jamais dans un groupe parce qu'ils sont timides, enfin, pour plein de raisons. Et du coup, ce qu'ils nous témoignent aussi, ça peut avoir un intérêt complémentaire. Oui, mais c'est deux rôles différents, hein. Je pense que ce que vous dites, c'est le savoir expérientiel de la personne. Et ce dont parle la présidente, c'est le savoir presque d'expertise collective. C'est deux choses un peu différentes. Merci beaucoup. Avant de passer à la question suivante, j'aimerais déjà voir s'il y a une question, une réaction dans la salle. Non. Vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Saout, excusez-moi, je vais vous embêter encore un peu. Vous aviez... Hein ? On m'alimente. Vous avez parlé finalement. Il y a la question des droits individuels, c'est une chose pour les associations, donc c'est plutôt le collectif et l'action terrain. C'est les deux dimensions de l'action. Les associations, pour beaucoup, n'ont pas les moyens, on en a parlé, hein, pour beaucoup n'ont pas les moyens forcément de tout faire de front. Est-ce qu'il y a une priorité à mettre par exemple sur le terrain? Vous parliez avoir les datas, avoir les chiffres. Est-ce qu'il faut en conclure qu'il faut mieux mettre les efforts sur le terrain avant d'essayer de faire du plaidoyer, ou est-ce que ça se mène de front? Et question subsidiaire, vous parliez de l'éducation thérapeutique. On sait que ça a un peu de mal à se développer en dehors des gros CHU et des CHU et des gros centres hospitaliers. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une question? Encore une fois, est-ce qu'on revient sur une question de moyens? Et auquel cas, est-ce que ça ne doit pas évoluer? Et d'abord, Anne-Sophie Joly veut intervenir. En fait, j'ai juste une question à rajouter en plus. Est-ce qu'on veut vraiment voir arriver les associations sur le terrain? La question, elle est vraiment... Non, mais l'œuf de la poule, la question, elle est vraiment là. Est-ce qu'on les veut dans le paysage ou pas? Non, problème, il est réglé. On continue comme on fait et puis on vivote. Oui, on file un statut et on donne les moyens de le faire. Alors, pour répondre à la question qu'a rajoutée Anne-Sophie, je pense que pour ce qui nous concerne, nous, à la Haute Autorité de Santé, on pense que oui, on pense qu'il faut des acteurs associatifs sur le terrain, et on le dira avec un certain éclat dans un avis qui sera publié le 12 décembre prochain, qui est en cours de délibération par le Collège. On considère que de la même manière que les Français s'investissent dans leur proximité en tant qu'aidants, ce qui fait quand même, au passage, quelques milliards d'euros de contribution au système de santé. Les associations aussi, elles ont un travail à accomplir. D'ailleurs, le législateur de 2002 l'a un peu dit. On n'y a pas prêté attention, mais il y a d'un côté des droits, qui sont des droits fondamentaux, et de l'autre côté, le législateur dit que les citoyens ont des responsabilités à l'égard du système de santé. Mais pour qu'ils puissent exercer ces responsabilités, encore faut-il qu'on les soutienne et qu'on les accompagne. Donc je pense que cet article du Code de la santé publique a été peu vu sur la responsabilité que fait peser le législateur sur les citoyens au motif qu'il faut un usage optimal du système de santé. Mais pour cet usage optimal, il faut mettre en place des actions et regarder les associations, comme on le dit, comme en capacité de... Alors évidemment, ça fait un saut considérable entre la situation antérieure et celle qu'on espère tous. Et tous les décideurs vous diront, mais on n'a pas les moyens de faire ça. Alors, en même temps, on a mis les moyens sur la table parce que les associations de personnes handicapées, au début des années 20 ou 30, quand elles ont commencé à s'organiser, elles ont fait ça un peu à main nue. Et puis finalement, l'État a fini par considérer que ce rôle était important, qu'il devait grandir, qu'il devait mûrir, et elles sont aujourd'hui gestionnaires de tout un tas d'établissements. Et probablement les associations de patients et d'usagers, elles pourraient aussi être gestionnaires de centres d'accompagnement à l'autonomie en santé, ce qu'on a fait avec les expérimentations de l'article 92 de la loi Touraine. C'est une perspective, mais je crois qu'il faut qu'elle soit parlée, qu'elle soit dite par d'autres personnes que la Haute Autorité de Santé. Nous, on peut dire des choses parce que notre travail, comme vous le savez, c'est marqué dans le Code, autorité publique indépendante, donc ça, on est indépendant, c'est formidable, on peut dire ce qu'on pense, mais, virgule, à caractère scientifique. Et donc, ce qu'on va dire le 12 décembre, c'est quelque chose qui est adossé à des observations internationales, à de la littérature internationale et à des niveaux de preuve au plan international. On sait tous
que le fait de reconnaître à des associations et même à des patients pris individuellement des capacités d'agir, ça améliore la performance du système de santé. Ça, c'est démontré partout. Ça marche mieux dans le monde anglo-saxon parce que ce n'est pas des idéologues, c'est des pragmatiques. Et ben, nous, on est un peu un pays différent. Donc il va nous falloir probablement quelques années avant d'imposer ça à l'agenda et qu'on reconnaisse que... Mais ce n'est pas nouveau, hein, c'est une vieille histoire en France. Souvenez-vous des corporations de l'Ancien Régime qu'on ne voulait pas voir en disant « mais ils ne savent pas faire, l'État c'est beaucoup mieux qu'eux ». Ouais, sauf que là, l'État il n'y arrive pas avec 15 millions de malades chroniques. Et voilà, donc c'est plus difficile. Et donc on a besoin de la mobilisation des associations, ça me paraît une évidence. Après, ça repose sur des fragilités, hein. Certains établissements publics peuvent faire des efforts. Par exemple, l'Institut national des données de santé, qui préexistait au Health Data Hub, fournissait aux associations des synthèses de données qu'elles pouvaient explorer comme des jeux de données moins complexes que la base de données complète, mais qui pouvaient les aider à fabriquer des analyses de données. Donc l'État, les services de l'État, les agences peuvent aussi faire des efforts. Nous-mêmes, à l'HAS, on fait des efforts pour impliquer les usagers dans l'ensemble de nos travaux. Donc je pense que chacune des administrations, elles peuvent faire des efforts. Les associations aussi, de leur côté, elles doivent en faire. Parce que quand même, moi qui suis un vieil acteur associatif, l'émiettement des causes associatives, c'est quand même quelque chose de tragique, quoi. Il faut arriver à se regrouper quand même par grands thèmes, par organe, par type de pathologie, maladie du métabolisme. Si on veut peser dans la décision publique, il faut avoir des logiques d'alliance entre associations. Sinon, on a du mal à faire progresser ces sujets. Alors, c'est pas facile, hein, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va plaider pour le sujet du voisin et pas pour le sien. C'est assez ingrat à faire, mais il faut aussi que le monde associatif apprenne à travailler plus ensemble. Et c'est pas toujours sa priorité, et je le regrette. Pour avoir présidé AIDE pendant 10 ans, je pense qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire pour transférer nos savoirs et nos compétences acquises vers les autres associations. Mais on manque un peu de collectifs d'associations qui s'intéressent à former les associations, à former les acteurs associatifs pour les faire progresser en généralité, comme l'a évoqué la présidente, pour sortir un peu de leur dynamique individuelle et être capable d'agréger des choses pour produire un discours qui influe dans le débat public. Donc tout ce travail-là, il est devant nous. Alors je pense qu'il faut faire les deux en même temps. Je crois qu'il faut qu'il y ait d'un côté la puissance publique qui accepte de reconnaître. Et moi, je l'ai dit hier à un interlocuteur important de l'État avec qui j'échangeais, la stratégie nationale de santé qui est en cours d'élaboration ne dit rien de ça. Elle consacre 2 ou 3 lignes à la représentation des associations. Mais elle ne dit rien du rôle qu'elles pourraient jouer ailleurs, dans l'action, au quotidien, dans les établissements de santé, dans la ville, dans la cité. Donc elle ne dit rien sur la façon dont le numérique pourrait permettre d'augmenter la quantité de programmes d'éducation thérapeutique accessibles. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire en éducation thérapeutique aujourd'hui avec les outils numériques, à distance, et qui permettraient de rallier des populations qui ne sont pas en centre-ville. Vous avez une carte, par exemple, des programmes d'éducation thérapeutique qui a été faite par l'Observatoire régional de santé de PACA. Et une fois que vous avez quitté Toulon, Nice et Marseille, 30 km après, il n'y a plus de programme d'éducation thérapeutique. Et pourtant, c'est la majorité de la population qui réside en dehors de ces 4 ou ces 3 grandes villes de PACA. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Il faut probablement aussi que du côté associatif, on arrive à avoir un discours sur cet enjeu-là de la création de ces centres d'accompagnement à l'autonomie en santé dont on a vraiment besoin. Très rapidement, plusieurs choses. Moi, j'ai commencé à travailler avec la HAS il y a 21-22 ans. Et effectivement, on a fait les premières recos avec des patients dedans. Et c'était la première fois où je voyais des professeurs en chirurgie me dire « Ah, mais en fait, mais j'avais jamais vu un patient manger que j'avais opéré en bariatrique. » Et là, on s'est dit « Bonjour, on va prendre un peu de temps, là, parce que là, il y a le mode d'emploi, en fait, il y a le vécu. » Donc la HS, effectivement, dès le départ, en fait, vous nous aviez inclus. L'autre chose, nous, alors je prêche pour ma paroisse, parce que obésité, c'est voilà, 18 pathologies, Covid-19. Nous, on est en train de constituer effectivement un collectif cardio-métabolique.
où il y a diabète, il y a hypertension artérielle, il y a AVC, il y a obésité, enfin voilà. Donc là, on est identifié. Ce qui serait sympa, c'est qu'il y ait la même chose dans les sociétés savantes. Voilà, tu me vois venir. C'est qu'en fait, effectivement, et je suis d'accord avec vous, il faut faire les choses simples, c'est des histoires de personnes. Et quand ça match, les choses sont fluides. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Et en fait, il faut gérer les égos. On crève de gérer les égos. Et là-dessus, je remets toujours, je vois des noms dans la salle, mais moi je vous dis que oui quand même, il y a comment on peut, à un moment donné, se dire « Ah mais bon, en fait, j'y connais rien en obésité, mais c'est mon patient, je le partage pas. » On est sur des pertes de chance. On est sur des pertes d'années de vie. Ça, c'est pas entendable, ce n'est plus entendable. On va avoir de moins en moins de médecins et le système de santé, il va tenir à bout de bras. Combien de temps? Avec qui? Avec qui? Et effectivement, on se chronicise à tous les niveaux. Et effectivement, là-dessus, là, je te rejoins complètement. Je pense que, bon, l'État, chacun fait comme il peut avec ce qu'il est. Voilà, je ne critique pas ça. Par contre, il faut, à un moment donné, avoir l'ouverture d'esprit, de se dire où sont mes missions, où est le travail que je dois fournir et pour qui. Rien que ça. Ça doit être la ligne de mire de ce que je dois faire, pour qui je dois le faire, comment je dois le faire et avec quelle pertinence. Le reste, c'est de la déco. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions dans la salle? Alors, je vais du coup rester avec vous, Madame Joly. Est-ce que vous avez abordé plusieurs sujets? Vous avez parlé de travail, vous avez parlé d'un système qui ne donne pas finalement les moyens, un système de santé qui ne donne pas finalement les moyens aux associations de patients de faire ce travail. Du coup, sans vous trahir, on peut dire que le système de santé ne valorise pas le rôle des associations de patients. Et s'il devait le valoriser, comment ça je ne parle pas des professionnels de santé, hein, je parle de l'infrastructure qu'il y a dessous. Comment il pourrait le valoriser? Quels seraient les leviers, les outils de cette valorisation? Est-ce que c'est purement financier ou est-ce que c'est autre chose? Alors, pour moi, il y a de la formation. On en parlait tout à l'heure. C'est nous, les associations qui sont adhérentes au collectif, elles sont invitées systématiquement à participer au congrès des sociétés savantes. On ne peut pas, à mes yeux, même si on est une assoce, orienter, accompagner ses semblables si on ne sait pas de quoi on parle. Et je trouve ça même terriblement dangereux. Donc c'est une formation. Et puis, enfin, une formation au long cours. Et après, effectivement, c'est... alors j'ai la Mivilude dans la tête, parce qu'il y a association et association. Pour qui on fait ça? Qu'est-ce qu'on a en arrière-pensée? Il faut qu'effectivement un cahier des charges, on a des assos agréés, c'est un premier pas, mais après voilà, si l'État et d'autres intervenants, sociétés savantes et autres, pensent que telle association est pertinente et doit être poussée parce qu'elle a un intérêt dans le système de santé, qu'on donne les moyens financiers, structurels, de pouvoir effectivement faire des petits à continuer à sécuriser ce travail-là. Il faut sécuriser ce travail-là. Je pense que là, les assos, elles sont en train de crever. Elles n'en peuvent plus. On tire sur la corde en permanence. Le Covid, enfin, je ne prends rien à personne, ça a été d'une violence extraordinaire. Moi, sur l'obésité, je me suis alertée le premier confinement, 10 jours après le début, je me suis dit, on est dans une merde colossale. J'avais les médecins jusqu'à minuit au téléphone. Minuit. Je bossais 15 heures par jour. Et il fallait faire des choses avec des bouts de chandelle, en essayant de tenir les gens à bout de bras, que ce soit les professionnels de santé qui mettaient des draps sur des gamins de 15 ans qui venaient de mourir parce qu'ils n'étaient juste qu'en surpoids. 47% des gens qui sont morts au Covid, c'était des gens qui avaient une problématique de poids, surpoids ou obésité, 47% réa, 40% morgue, cohorte nationale et internationale. Ça, on se l'est tapé de plein fouet. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a des gens, c'est du bénévolat.
Moi, je ne suis pas loin du bénévolat. Ça fait 25 ans. On tient comment ? Donc, c'est soit à un moment donné, voilà, il y a un cahier des charges, on a besoin de ça, on met en face la structure qu'il faut, parce qu'à un moment donné, on va lâcher. Moi, quand je vais au ministère et qu'on me dit « Anso, tu vas bien, hein ?» Puis alors, quand on commence la question comme ça commence pas bien. Non, mais tu vas bien, hein, tu t'arrêtes pas. Donne-moi les moyens de ne pas m'arrêter. Mais alors là, tout d'un coup, il y a un silence de mort. Donc voilà, c'est 100 balles et 1 mars. Mais je pense aussi que c'est parce qu'on n'a pas vu en 2002 ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'il faut avoir dans l'idée en 2002, c'est qu'on vient après, au fond, les scandales du VIH, du sang contaminé, les scandales des maladies nosocomiales. Et donc, on fabrique une loi pour permettre aux associations de siéger dans les instances. Mais ce dont on parle là, c'est quelque chose de radicalement différent. C'est l'action d'accompagnement des personnes. Et pour ça, un agrément de représentation, ça n'a pas grand sens. S'il faut sélectionner les associations, parce qu'effectivement, l'État ne peut pas financer les 16 000 associations qu'il y a en France, il faut sélectionner dedans. C'est soit on passe effectivement par ce cahier des charges, on l'appelle comme on veut, mais une espèce de reconnaissance qui est donnée à certaines associations en raison de la qualité du travail qu'elles effectuent, et on les accompagne pour ça. Alors, on n'aurait d'ailleurs pas besoin de cahier des charges. Il y a dans le Code de la santé publique tout ce qu'on veut pour faire des conventions entre l'État et les associations. Mais si ça doit être une raison de progresser, dans ce cas-là, faisons un cahier des charges, des programmes d'accompagnement des usagers par les associations, des centres d'accompagnement, comme on veut les appeler, peu importe. Mais il me semble qu'aujourd'hui, face à 15 millions de malades chroniques, les gens ont besoin d'accompagnement et que le système de santé, dans l'état dans lequel il est, ne pourra pas tout faire. Et qu'on a devant nous, au fond, des hommes et des femmes qui sont mus par la générosité, qui certes sont nés dans une cause qui les concerne, mais qui sont prêts à franchir le seuil de la compétence qu'a évoqué la présidente, qui sont prêts à franchir le seuil de la générosité, le seuil de l'investissement. Et dans ce cas-là, reconnaissons-les pour ça. Il ne s'agit pas de mettre sur la place publique 10 000 associations en situation 2. On a probablement besoin plutôt de 1 000 ou 2 000. Ça n'est pas un seuil considérable. On devrait pouvoir faire ça, quitte à créer un fonds national pour financer cette dépense-là. Oui, parce que deux choses, je te coupe, ça ne paye pas les factures. Non. Et ça ne paye pas la retraite. Oui, mais ça, je pense qu'on sait faire. On n'a qu'à inventer une taxe sur un truc. Tous les jours, on fait ça et personne ne s'étonne. Donc, continuons. On peut mettre une taxe additionnelle sur les boîtes de médicaments, c'est mieux que les franchises. Donc, voilà. C'est pas... Voilà. Donc, et puis, je pense qu'il y a aussi une question de reconnaissance sociale. Et c'était le sens de l'avis de la HAS qui a été rendu public il y a quelques semaines, parce que nous, à la HAS, on se targue toujours de faire participer les usagers, mais comme on est un modèle, je le dis avec un peu de fierté, on paye les usagers qui viennent dans les commissions comme des experts. Et parfois, ça leur fait perdre les minima sociaux qu'ils ont parce que la maladie a fait qu'ils ont été privés d'emploi. Et du coup, ils ne peuvent plus avoir ces minima sociaux parce qu'ils ont touché 200 € parce qu'ils sont venus siéger une journée dans un groupe d'experts. Donc on a dit dans cet avis qu'il fallait les traiter comme les pompiers volontaires qui sont dispensés fiscalement de voir leur indemnité de pompier volontaire regardée comme un revenu. Donc il y a vraiment des... J'insiste beaucoup sur cet avis de la HAS, sur la reconnaissance sociale de l'engagement des usagers, parce qu'il y a cette proposition à l'intérieur, et vraiment, c'est des sujets de plaidoyer importants. Alors, nous, on le dit toujours avec notre casquette à nous, qui est celle de l'expertise et de l'adossement scientifique, mais si les associations veulent reprendre cet avis et le soutenir et le parler, voilà, moi, je pense qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on salue la générosité des pompiers volontaires et qu'on ne salue pas la générosité des gens qui, dans les associations, s'investissent et reçoivent parfois une rémunération extrêmement faible pour cet investissement. Donc je pense que vraiment, depuis ces dernières années, la HAS a mis sur la table des jalons importants pour un changement d'échelle. Il manque le petit bout d'étincelle. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez réagir ou... Non, juste pour aller dans votre sens, effectivement, c'est surtout quand même basé sur des bénévolats, l'action du quotidien. Et là, de nouveau, par rapport aux associations avec lesquelles moi je travaille, je vois bien un épuisement
parce que c'est toujours sur quelques personnes qui, au fur et à mesure, se fatiguent, s'épuisent, etc. Et c'est difficile. Mais alors, je dirais qu'on retrouve, nous, un peu la même chose dans les sociétés savantes. Tout le travail, c'est toujours du bénévolat. Et c'est vrai qu'on sent bien qu'on a de plus en plus de mal à motiver des gens pour ça. Du coup, vous parliez de l'agrément. Et si je comprends bien les discussions, il y a quand même un souci d'adaptation de ce cadre de l'agrément à la réalité du travail des associations. Si vous deviez caractériser un peu les limites de l'agrément aujourd'hui, qu'est-ce qui devrait évoluer, qu'est-ce que vous pourriez me dire ? Je vais me tourner vers vous d'abord. C'est les critères d'attribution. Donc nous, on est une association qui a 40 ans depuis le 3 décembre, tout à fait officiellement au journal officiel. On est reconnu d'utilité publique et on a une vraie utilité. Moi, j'ai fait de l'écoute pendant 10 ans. Je ne vous dis pas le nombre de personnes. Quand je dis allô, c'est un sanglot qui me répond. Et puis les jours d'après, ça va mieux parce qu'on écoute, voilà, on informe, on oriente, enfin, on fait notre boulot. Donc on a une vraie utilité publique. On a eu l'agrément qu'on a perdu à cause du financement, parce que comme on n'a aucun financement public et qu'on dépend de la générosité de nos partenaires industriels, alors de tous ceux qui ont une molécule dans notre pathologie. Donc on n'est pas des représentants de commerce. En plus, comme on n'est pas prescripteur, ça ne servirait pas à grand-chose. Et donc on a perdu. Il n'a pas été tenu compte de toutes les heures de bénévolat que fournissent les bénévoles. Ces heures diminuent parce que comme tout le monde... Alors même les associations sportives ont ce problème. On trouve de moins en moins de bénévoles. Enfin, moi, maintenant, je suis bénévole en tant que présidente. Je ne suis pas salariée. J'ai 0 centime d'indemnité. Ma semaine de bénévolat a commencé hier à 9h du matin et va se terminer samedi à 22h. Voilà. Donc, on est d'utilité publique. Oui, ça fait joli, ça fait bien de le dire, mais on n'est pas... On est reconnu sur le papier, mais on n'est pas reconnu financièrement, et qu'il y a des moments où il n'y a que l'argent qui compte pour nous. Enfin, j'exagère un peu, mais il en faut, ne serait-ce que pour produire des documents, payer le téléphone pour la ligne d'écoute, enfin des tas de choses que tout le monde connaît. Et donc, pour en revenir à l'agrément, on n'a plus l'agrément, donc il y a des tas d'instances où on ne peut pas siéger. Malgré nos 40 ans d'expérience, nos milliers d'heures de bénévolat, voilà. Du coup, enfin, c'est la part de financement privé qui vous empêche d'avoir l'agrément, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il n'y a pas là, je vais lâcher un mot qui me fait sortir d'une position un peu neutre, mais une forme d'hypocrisie, puisqu'il n'y a pas de financement public pour les associations, et on vous reproche un financement privé. Est-ce que ce n'est pas aussi une limite qu'on retrouve dans d'autres aspects de l'engagement associatif ? Par exemple, je reviens à mon idée de tout à l'heure sur l'ETP. Comment vous voulez réagir sur cet aspect ? Alors, vous avez lâché le mot, j'allais le sortir, mais on fait une partie du travail du système de santé. On est un des acteurs. On vient nous critiquer parce qu'effectivement, on a des financements privés. Mais moi, je me souviens d'une réunion en fin d'année 2017 à la Cour des comptes où ils avaient épluché l'intégralité des journées mondiales de l'obésité que je faisais. Et en fait, ils avaient dit, alors, ce partenaire, il est là cette année, il est là cette année. Puis alors, l'autre, il n'est pas là cette année. Puis je dis, alors, c'est quoi la question, en fait ? On va imposer ? C'est quoi la question ? Il dit, mais en fait, vous avez vos sources de revenus sont privées. J'ai dit, ouais. Alors, je dis, écoutez, j'ai un truc dans mon téléphone, ça s'appelle un RIB. Je vous file tous les numéros du RIB et lâchez-vous. Mais vraiment, n'ayez aucune crainte, je prendrai. Et j'ai dit, au final, je fais votre job. Parce que je vais la faire courte et claire. Je fais votre job. Et ils m'ont dit, mais en fait, et on se demande comment vous le faites parce que vous avez de meilleurs résultats que nous. Et j'ai dit, mais je ne cherche pas à être première, à être machin. Je m'en fous, c'est pas ça la question.
Il y a un problème, il faut trouver des solutions pour régler le problème. Et c'est là où il faut aller dans la co-construction. C'est là où il faut aller repérer les compétences et les pôles de qualité de chacun en disant « toi, t'es bon sur ça, toi, t'es bon sur ça, toi, t'es bon sur ça. Ok, on récupère et on fonce. » C'est ça qui est intelligent de faire. Par contre, aller faire de la mesquinerie sur « ah oui, mais alors là, il y a un peu trop de financement privé et il n'y a pas de financement public », donnez. Mais donnez. Sinon, les assos, elles arrêtent. Et qui c'est qui va se retrouver dans la panade? Une fois de plus, c'est la population. Et là, on se dit, qui fait quoi pour qui? Qui doit être effectivement à la hauteur de l'enjeu? Alors, il n'y a qu'à Faucon. Je pense que, et là je te rejoins complètement, on a tous une responsabilité de travail. Il faut coller l'éthique sur ce qu'on fait. Moi, j'essaye d'avancer avec ça, c'est l'idée de l'éthique. Pourquoi je fais les choses? Après, on s'impose une règle du jeu et on avance ou on n'avance pas. Mais il faut absolument décloisonner les travaux pour pouvoir se dire on fait quelque chose dans l'intérêt de la population et dans l'intérêt des malades. Et je le redis, l'explosion des pathologies chroniques n'est que le début. C'est que le début. Et il faut l'associer à la désertification médicale. On va dans le mur de façon royale. Et là, l'égalité aux chances, on ne l'a pas. On l'a perdu depuis longtemps. Et moi, humainement, ça me pose un problème. Et comment, on va dire quoi? Moi, j'ai de la précarité sur les patients en obésité. Et j'ai des gens qui me disent « Ah ouais, mais il n'a pas d'argent, je ne le soigne pas. » Alors, je t'explique. On va reprendre. C'est quoi ton serment d'Hippocrate ou d'Hippocrate que tu as fait? Voilà. Il est là. Alors, je ne fais pas trop dans la dentelle, je suis plutôt en ligne droite. Mais il n'y a pas d'ambiguïté sur la réception du message. Je voulais rajouter quelque chose à ce que dit Anne-Sophie, je vous donne la parole après. C'est que ce décret de 2005 sur l'agrément prévoit 5 critères, notamment l'indépendance financière et l'indépendance à l'égard des professionnels de santé. Et l'indépendance financière, tout dépend comment on regarde le critère. Nous, à l'HAS, par exemple, quand il y a une multiplicité de financements, on considère qu'il n'y a pas d'objection. C'est quand il y a un monofinancement unique d'une seule partenaire industriel pour une association et que ça recouvre toute l'activité, ça pose un problème. Mais même dans les associations de maladies émergentes, on a un seuil de 30%. Donc voilà, je pense qu'il faut moduler ce critère-là. Voilà. Ensuite, il faut se souvenir que l'agrément, il est venu extrêmement tard. Il n'est pas venu dans les états généraux de la santé, il est venu peu de temps avant l'adoption de la loi, quand quelqu'un a poussé un cri en disant « Oh là là, mais il va y avoir les sectes, il va y avoir etc. » Donc on a dit « Il faut réguler ». Et on a regardé les modèles qu'on avait. On avait quoi? Les associations de consommateurs qui sont agréées, les associations familiales qui sont agréées. Il y avait les associations, c'est tout d'ailleurs, familiales et consommateurs étaient agréés. Donc on a recopié ce modèle-là. Mais ce sont quand même des associations familiales qui sont entièrement financées par l'État. Donc ce n'est pas trop difficile d'être agréé d'une manière pure, puisqu'on reçoit de l'argent public, et que celui-ci est réputé plus pur que l'argent privé. Donc voilà, ça finit par donner ça comme résultat. Et puis, il y a des endroits où, dans les actions de santé, on a prohibé l'argent privé. C'est le cas de l'éducation thérapeutique et des actions d'accompagnement, puisque le législateur, en 2009, a interdit qu'il y ait alors, il n'a pas interdit qu'il y ait des financements privés. Il a dit que s'il y avait des financements privés dans les programmes d'éducation thérapeutique, alors les laboratoires ne pouvaient faire que ça, que financer et rien faire d'autre. Et à l'époque, les débats avec le représentant le plus important de l'industrie pharmaceutique, qui était le LEM, a consisté à dire moi, je ne paye pas pour voir. Je paye pour faire avec les autres, et donc il n'y aura pas d'argent de l'industrie pharmaceutique sur l'éducation thérapeutique. C'est pour ça qu'il y en a extrêmement peu aujourd'hui. Donc voilà, après, maintenant, la question qui est devant nous, c'est est-ce qu'on peut rebattre des cartes? Au fond, ce que nous dit la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, c'est que les dérives sectaires aujourd'hui sont sur Internet et plus dans les associations. Donc peut-être que ces préoccupations-là, qui étaient des préoccupations de 2002, elles peuvent peut-être s'éloigner de nous. Et que quand on fait de la représentation dans des instances et quand on fait des actions de terrain, c'est peut-être pas le même régime juridique que l'agrément qu'il faut avoir, c'est autre chose. Donc
cette idée de cahier des charges ou de convention habilitant à faire, ça nous suffirait bien. Avec un mécanisme qui permet à tout moment à la puissance publique de venir contrôler sur pièce et sur place. Je pense que ça ne fait de souci à personne. Je ne connais pas d'association qui ait des volontés frauduleuses de mettre en place des actions d'accompagnement et de se réveiller à minuit pour répondre au téléphone. Donc ça n'existe pas. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer d'inventer un autre régime pour l'action qui soit distinct du régime de l'agrément de représentation qui a ses règles particulières. Apparemment, les associations ne souhaitent pas y revenir. Madame, je voulais vous poser une question. Du coup, je prends sa place un peu. Mais quand on vous a refusé l'agrément, vous l'avez contesté devant le juge ? Alors, à l'époque, je n'étais pas présidente. Et l'autre présidente, ça lui a tellement fichu un coup au moral que ça valait le coup de le contester quand même. Parce que je trouve que tout le monde lui a dit. Ouais, je trouve quand même que dès lors qu'il y avait une pluralité de financement, c'est un petit peu difficile de soutenir que ça porte atteinte à l'indépendance. Tout à fait. Moi, j'avais une question dystopique qui vient de me traverser l'esprit. Alors, imaginons que les bénévoles soient à bout. Enfin, les bénévoles sont à bout, mais que vraiment, là, ils craquent. Il n'y a plus de bénévoles, il n'y a plus d'associations de malades, quelles que soient les pathologies. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui n'ont plus de soutien, plus d'écoute, plus d'informations. La démographie médicale n'est pas top, c'est la catastrophe pour les hôpitaux. Enfin, je suis un peu à la couleur du ciel, là, hein, quand même. Donc, enfin, imaginons. En plus, c'est pas invraisemblable. Enfin, c'est pas souhaitable. Voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Je sais que dans tout ce qui est soutien, enfin dans l'alimentaire, dans l'éducation, dans plein de trucs, ça ne tient que parce qu'il y a des associations. Et là, sans nous, qu'est-ce que ça devient ? Oui, ça marche. Oui. Finalement, quand on entend tout ça, est-ce que finalement, il ne faudrait pas être vraiment créatif et créer un statut spécifique pour les associations de santé et qui remettrait à plat tout ce qu'on vient d'entendre concernant le financement, concernant la représentation, ce statut différent des associations d'usagers qui prétendent faire de la santé, quand même, il faut bien le dire, pour beaucoup, et qui n'ont pas la compétence pour. Est-ce que finalement, aujourd'hui, les associations de santé ne se retrouvent absolument pas dans la loi de 1901 ? Elle est très bien faite pour l'équipe de foot du coin, mais pas pour les associations de santé. Est-ce que finalement, c'est pas ça la solution, c'est de créer un nouveau statut ? Là, on est, faut la volonté politique, et c'est là le problème. Mais est-ce que justement toutes les associations de santé n'auraient pas intérêt à se regrouper pour faire évoluer leur statut et qu'on reparte dans des bons clous ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, des fois, on est sauvé par l'histoire. Et j'ai retrouvé, grâce à la collaboration d'un historien, un arrêté 1948, donc après la Seconde Guerre mondiale, où on crée un Conseil national des patients. Comme il y a un Conseil national des personnes handicapées aujourd'hui, CNCPH, qui influe beaucoup sur la politique publique, parce qu'au fond, il est fédéré autour de cette question du handicap physique ou intellectuel. Et cette question-là, elle n'a pas été travaillée du tout en 2002. En 2002, on a dit c'est la loi qui reconnaît les usagers, et on a une seule qualité qui est la reconnaissance de la qualité d'association usagée. Ce qui fait que quand vous êtes une association familiale, vous pouvez aussi être une association de consommateurs et aussi une association d'usagers. Mais quand vous êtes seulement une association de patients, au fond, vous pouvez être association d'usagers agréée ou rien du tout. Donc il y a un espèce de déséquilibre qui s'est construit avec le temps. Et je partage à titre personnel, je n'engage pas la HAS en disant ça, mais à titre personnel avec vous, la nécessité de rebaser cette discussion. Je pense qu'il faut arriver à reconnaître le magistère particulier de l'association de patients,
dans ses ambitions de prévention et d'accompagnement des personnes, dans ces deux branches-là, et se dire que c'est une donnée importante aujourd'hui, quel concourt à la soutenabilité du système de santé, à la soutenabilité de l'équilibre économique de nos comptes. Voilà, je pense qu'il faut rebaser un nouveau discours et de dire que cette caractéristique-là d'association de patients, elle a ses règles spéciales et contingentes et qui doivent justifier un statut particulier. C'est ma conviction. Je n'aurais probablement pas dit ça il y a 10 ans encore. Je n'aurais probablement pas dit ça, mais les nécessités de notre temps, que vous avez très très bien décrites, font que, oui, probablement, ces associations-là, elles vont être appelées à jouer un rôle important dans le système de santé de demain, face à des défis colossaux que sont les mobilisations financières nécessaires, les peines, les désarrois, les pertes de chance dont en parlait Anne-Sophie. C'est extrêmement important. Il nous arrive nous-mêmes à l'HAS parfois d'être interpellés par des gens qui nous disent « mais où est-ce que je pourrais être mieux soigné que là où je suis ?» Ça veut dire que la population est parfois en désarroi pour trouver un débouché, et on voudrait bien qu'il y ait une porte à proximité de chez eux où elles puissent s'adresser, plutôt que se dire on va demander à une sommité de la HAS de nous aider. Voilà. Et on a des abandons de soins de plus en plus. Et quand les gens arrivent aux urgences ou finissent par avoir la chance de récupérer un médecin, il est parfois trop tard. Enfin, je pense au cancer. Avec le Covid, on a vu arriver des gens qui arrivaient sur un stade 1 ou 2, qui arrivaient sur des stades 3 ou 4. Enfin, moi, humainement, ça me pose un problème. Ça me pose un énorme problème. Et on ne peut pas, humainement ou déontologiquement parlant, ne rien faire. Pour moi, c'est pas possible. Mais par contre, je suis complètement d'accord sur le rebattage d'un statut spécifique. Oui. Et de l'avenir. Et de l'avenir du système de santé. Sauf qu'il faut qu'à un moment donné, et ça ne peut pas être la HAS qui le dit, à un moment donné, c'est les associations ensemble qui organisent ce plaidoyer-là. Je crois que c'est profondément un plaidoyer honnête et juste. Mais il n'y a que les associations pour le faire et pour embrayer cette histoire-là et la mettre sur l'agenda public. Oui, merci de toutes ces interventions que je trouve tout à fait passionnantes et à mettre en perspective. La question fondamentale que je me pose aujourd'hui, c'est qui défend la démocratie en santé ? Quels sont les rouages ou les vecteurs de la défense de la démocratie en santé ? Les a-t-on à l'Assemblée nationale ? Dans la représentation nationale, les a-t-on au sein du ministère, les a-t-on au sein des organismes payeurs, l'assurance maladie, au sein des associations de malades. Clairement, se pose la question de la responsabilité du porteur de projet de la démocratie en santé. Si vous voulez, c'était un moment extraordinaire dans notre pays, si vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de batailles de société qui ont été reprises au vol par le pouvoir politique, en l'espèce le ministre de l'époque, Bernard Kouchner, qui a décidé de faire les États généraux et qui a embrayé ensuite avec la loi. Il y a peu d'événements dans l'histoire de notre pays, de notre nation, où une problématique sociale a été métabolisée par le pouvoir politique pour devenir une loi. C'est rarissime. Alors, j'ai connu dans ma vie militante un autre événement comme ça, c'était la réduction des risques chez les usagers de drogue, où il y a eu aussi une bataille de 10 ans pour qu'il y ait des outils de prévention. Et il se trouve que c'est arrivé grâce à l'alliance avec la puissance publique. En l'espèce, ce n'était pas un ministre, c'était un directeur adjoint de la santé qui a porté le dossier au Parlement et qui l'a fait adopter. Donc il y a des alliances qu'on peut arriver à tisser, mais il faut qu'il y ait un bout de mouvement quelque part pour que les alliances, elles se fédèrent et elles se cristallisent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un moment comme ça. Dans la loi de modernisation de notre système de santé, il y a un article 92 sur les programmes d'accompagnement à l'autonomie en santé. Le rapport vient d'être remis au Parlement et la loi de 2016 disait qu'il devait être généralisé. Il y a une occasion là de formuler quelque chose au Parlement en leur disant voilà, il y a 2002, il y a eu 2016, les expérimentations ont eu lieu, il y a des conclusions probantes, reprenez-le. Voilà. Mais ça demande à un moment donné
de cranter le débat public à ce niveau-là. Mais je pense que notre pays n'est pas totalement insensible à ce sujet. Probablement, par exemple, sur la place des aidants, personne ne remet en cause que cette place est importante. Alors, vous me direz, on ne fait pas beaucoup d'efforts pour eux, ou on en fait peut-être, mais en tout cas, personne ne le discute. Les associations, c'est toujours un peu différent quand même. On discute un peu toujours, mais est-ce que c'est bien vrai ce qu'elles disent? Est-ce que c'est bien fait ce qu'elles font? Voilà. Comme si tout d'un coup... sauf qu'elles ont une place comparable aux aidants aujourd'hui, différemment, parce que ce n'est pas des personnes individuelles, c'est des personnes agrégées dans une réponse collective. Et donc, il faut arriver à bâtir un discours qui va avec cette mobilisation collective. Alors, dans un monde qui a beaucoup changé, parce que ce dont moi je parle, c'est l'héritage de la fin des années 90, après l'épidémie de sida, où, au fond, quand on disait quelque chose, on était cru. Et aujourd'hui, vous avez des données, vous avez des résultats de l'expérience, vous avez des démonstrateurs, vous avez des validations d'efficacité. Le débat public, il est devenu comme ça aujourd'hui. On fait quelque chose pour reconnaître quelque chose dont, par ailleurs, il a été démontré que c'est efficace. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les documents de la HAS qui ont été publiés sur l'implication des usagers dans le système de santé démontrent que ça contribue à sa qualité. Et c'était d'ailleurs l'hypothèse de 2002. La loi, elle s'intitule « Relative aux droits des malades et à la qualité ». C'est des droits pour fabriquer la qualité. Droit individuel, droit collectif, action, c'est pour fabriquer de la qualité. Donc c'est ça l'ambition. Et voilà, sauf que je pense qu'il faut renourrir ce discours-là aujourd'hui. Je ne sais pas si on pourrait refaire des états généraux comme on en a fait, si vous avez le souvenir des états généraux du cancer en 1993, où il y avait 3000 personnes. Et moi, j'ai connu les états généraux du sida où les ministres se déplaçaient, venaient dans ce type de réunion pour recueillir les conclusions des états généraux. Peut-être qu'il faut aujourd'hui des états généraux, des associations de patients, pour essayer de renourrir le mécanisme. Et la mise à l'agenda d'une question comme celle-là, c'est du travail, de l'énergie, et c'est vraiment beaucoup de courage. J'aurais une question complémentaire, si vous me permettez. Vous avez abordé un prochain rapport de la HAS le 12 décembre. Vous disiez en filigrane qu'il y avait des preuves de l'efficacité, de l'implication des associations de malades dans les systèmes de santé. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur un ou deux ou trois exemples dont vous pouvez avoir connaissance? Alors, je ne les ai pas en tête, mais les preuves, elles sont dans la recommandation de la HAS sur l'engagement en santé qui a été publiée en septembre 2020. Il y avait plusieurs livrables. Il y a un livrable qui est la recommandation elle-même, et il y a une analyse de bibliographie qui est annexée. Et dans l'analyse bibliographique, il y a les niveaux de preuves, mais on les a aussi remis dans la recommandation récente sur la reconnaissance sociale des usagers quand ils s'impliquent dans le système de santé, notamment en France. Souvent, il est vrai que c'est de la littérature internationale en langue anglaise. D'abord parce que les chercheurs écrivent en langue anglaise, mais aussi parce que les pays anglo-saxons sont des pays où on fait naturellement plus d'efforts pour ça que notre pays qui a toujours besoin de lois ou toujours besoin de... Voilà. Quand il y a un bon comportement dans le modèle anglo-saxon, on se doit de le répliquer, de le copier, et ça progresse un peu comme ça. Chez nous, il faut que ça passe toujours par des lois. Il n'était probablement pas indispensable de mettre l'éducation thérapeutique dans la loi de 2009. Mais sauf que si on ne le fait pas, le signal n'est pas perçu. Et quand il est perçu, vous voyez le résultat modéré que ça produit. Donc voilà, c'est des chantiers importants. Je n'ai pas les sources bibliographiques en tête, mais je vous les enverrai avec plaisir. Parce que je vais vous partager moi, mon sentiment par rapport à ce que peut être la mesure de l'efficacité ou de la rentabilité de l'implication des associations de patients, de malades dans les systèmes de santé. En définitive, c'est réduire le coût du système de santé globalement. Dans plusieurs pays, en Europe en particulier, les associations sont soutenues pour être, et quasiment exclusivement être, des soutiens, les fameux aidants des malades. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant qu'elles participent à la démocratie en santé et dans la définition des axes prioritaires en la matière. Et je pense que peut-être une des particularités de ce que nous avons ici, en tout cas dans le débat en France, c'est d'être à la fois des associations aidantes,
des associations aux côtés d'eux et soutenant les malades et les familles, et d'autre part de vouloir être en intervention à l'intérieur du système de santé, de la définition. Et je souligne qu'effectivement, je trouve que la HAS fait un travail très important d'implication des associations de malades, avec un degré de résistance des associations de malades qui risque de faiblir et qui faiblit, parce que les contributions qui sont demandées, la participation qui sont demandées, c'est du temps et effectivement de l'énergie, et ça n'est pas rétribué en tant que tel par la HAS. Et c'est certainement dans cette dimension-là aussi où la HAS doit pouvoir, quand elle fait appel à des experts, mais aussi à des associations en tant que telles dans les contributions, qu'elles reconnaissent financièrement les contributions au système de santé. Dernière réaction, après il va falloir qu'on... Je ne sais pas comment faire, mais vous avez intellectuellement raison, je pense. Après, je vais vous faire une réponse de juriste. Je pense que l'ordonnance de 62 sur la comptabilité publique nous interdit de rémunérer des contributions, par exemple, sur l'évaluation des médicaments. Mais bon, peu importe, il suffit de changer un article de loi. Ce n'est pas très, très compliqué à faire. On en fait toutes les semaines. Donc, mais voilà, c'est probablement la caractéristique des associations dans notre pays que d'avoir deux jambes. Une jambe de l'action et une jambe du plaidoyer. Ça, c'est probablement une des richesses aussi de notre pays, parce que quand on compare ce qu'on a fait en France en termes de démocratie sanitaire, on voit que les autres pays nous envient aussi notre modèle de droit, par exemple. Je discutais avec des collègues du Québec à l'occasion d'une rencontre avec l'INES. Eux, ils ont effectivement une reconnaissance pratique, mais pas de reconnaissance institutionnelle. Donc ça peut faire défaut aussi. Et l'avantage du système français, c'est de reconnaître les deux, au fond. Mais il reconnaît surtout le pied plaidoyer par la représentation et pas beaucoup le pied action par ses financements. Donc c'est cette révolution-là qu'il faut arriver à faire. Je pense qu'on l'appelle tous de nos voeux autour de cette table. Je n'ai pas de doute là-dessus. Voilà, il faut une force de conviction très importante pour y parvenir. Et peut-être aussi que des gens comme moi, on quitte au fond l'imaginaire de 2002 pour aller vers autre chose, quoi. Voilà. C'était quelque chose qu'on a fait à un moment donné dans un contexte donné, avec des conséquences d'ailleurs parfois pas agréables, d'installer une espèce de front avec les professionnels de santé. Ça n'a pas toujours été facile. Donc peut-être qu'il faut essayer de trouver un front plus collaboratif et basé sur autre chose que ce qui était au fond... les victimes des maladies nosocomiales dans les années 90. C'est autre chose qui se joue aujourd'hui et il faut essayer de le rebaser sur un autre projet. Merci. Le mot de la fin, alors, Bénédicte. C'est dommage que cette table ronde n'ait pas eu lieu en présence d'élus et de décideurs publics. C'est vraiment eux qui ont les clés en main. On leur enverra la vidéo. Merci beaucoup en tout cas pour ces échanges et bon, rendez-vous aux futurs états généraux.